Chers internautes, bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie du docteur Nabil Antaki, directeur du projet Les civils blessés de guerre à Alep, médecin à Alep et ancien directeur d'hôpital. Docteur Antaki, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus que ce qu'on entend dans les médias sur la situation des hôpitaux d'Alep? Il y a très peu d'hôpitaux qui restent en fonction à Alep parce que beaucoup d'hôpitaux publics ont été soit bombardés, soit détruits, soit incendiés. Et pas uniquement du côté Alep-Est qui est sous le contrôle des rebelles, et là on en parle souvent dans les médias français, mais il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont du côté ouest d'Alep, qui représentent quand même 75% de la superficie d'Alep, qui est sous contrôle de l'État syrien. Et beaucoup d'hôpitaux dans cette région ont été bombardés par les rebelles et incendiés. Donc actuellement, il ne reste plus que 2 hôpitaux en fonction à Alep. Il reste aussi pas mal de cliniques privées qui soignent aussi les blessés et les malades. Merci. Donc vous êtes également membre de la congrégation Les Maristes Bleus. Pouvez-vous nous présenter cette organisation? Les Maristes Bleus est une association que nous avions créée en 2012 pour essayer d'aider les déplacés et les blessés du fait de la guerre. Alors, nous avons avec nous 2 frères maristes et nous sommes 7 laïcs avec eux pour diriger une équipe de 70 bénévoles. Nous avons une dizaine de programmes, dont 5 de secours et 5 pédagogiques. Nous essayons d'aider les familles déplacées, quelle que soit leur confession, et du point de vue logement, parce qu'ils sont déplacés, il faut les loger, du point de vue nourriture, parce qu'on leur donne des paniers alimentaires pour qu'ils puissent survivre. Nous nous occupons des soins médicaux, nous avons un programme pour soigner les malades, et nous avons surtout un programme pour soigner les civils blessés de guerre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les programmes d'aide alimentaire, par exemple, notamment le lait pour les enfants? Ben voilà, nous avions constaté que les enfants étaient mal nourris à Alep parce que le lait est très cher, surtout le lait pour les nourrissons. Et donc les parents n'ont pas les moyens d'acheter le lait. Pour vous dire qu'il y a à peu près 80% de la population d'Alep, pas Alep qu'on vous montre dans les médias, Alep sous le contrôle des rebelles, même Alep sous le contrôle de l'État syrien, il y a 80% des familles qui ont besoin d'une aide alimentaire pour survivre. Il y a 75% de la population syrienne qui vit en dessous du seuil de pauvreté selon les critères des agences de l'ONU. Et donc, nous donnons à des centaines de familles, à peu près 850 familles, un panier alimentaire mensuel pour leur permettre de survivre. Nous leur donnons aussi un panier sanitaire. Nous leur donnons de quoi payer l'électricité, parce que l'électricité est complètement coupée à Alep, ça fait 3 ans. Et donc, il y a des générateurs privés qui sont sur les trottoirs et il faut s'abonner, il faut payer de l'argent pour avoir l'électricité. Alors, ça, c'est pour la survie des déplacés. Il faut aussi les loger. Parce que Alep, c'est pas comme ce qu'on voit dans les médias, les réfugiés qui sont sous les tentes. Ça, c'est les réfugiés qui sont dans les pays limitrophes. Alors que les déplacés internes, il y en a 8 millions sur une population de 23 millions d'habitants. Il y a 8 millions qui ne vivent plus chez eux. Et donc, il faut les loger. Et nous les logeons dans de petits appartements, dans des quartiers les moins chers d'Alep, mais ça coûte aussi énormément d'argent. Merci. Et les Maristes Bleus ont aussi une vocation éducative, n'est-ce pas? Oui, en effet. Alors, nous avons 5 programmes pédagogiques. L'un qui s'appelle Apprendre à grandir, où nous prenons les enfants de 3 à 6 ans pour les former, leur donner les bases de l'instruction et de l'éducation. Et nous avons un autre programme qui s'appelle Je veux apprendre, où nous prenons les enfants en âge scolaire, mais qui ne vont plus à l'école du fait de la guerre. Donc les enfants entre l'âge de 6 et 13 ans. Et donc nous leur apprenons la lecture et l'écriture. Nous avons un projet pour les adolescents qui s'appelle Skill School. Nous avons un projet pour les adultes qu'on a appelé le MIT. Et donc, on organise des séminaires, plusieurs par mois, où nous leur donnons, pendant 3 jours, sur un sujet particulier, des habiletés à apprendre pour enrichir leur CV, pour apprendre des choses le temps pendant cette guerre-là, pour qu'ils soient mieux formés quand la guerre s'arrêtera. Et nous avons un programme de lutte contre l'illettrisme, parce que nous avions remarqué que les adultes des familles déplacées souvent ne savent pas ni lire ni écrire, et donc on a commencé ce programme.
Le programme, là, celui que je n'ai pas développé, c'est le programme civil blessés de guerre. Alors, les civils blessés de guerre consistent à amener des hôpitaux publics les blessés les plus graves et les soigner dans une clinique privée qui, en principe, est payante, mais on les soigne gratuitement. Les médecins et chirurgiens qui sont dans cette clinique qui s'appelle l'hôpital Saint-Louis offrent leur service tout à fait gratuitement, bénévolement. L'hôpital nous fait un bon rabais et donc, depuis que ce programme est institué, nous avons sauvé la vie de dizaines de malades qui sans nous seraient morts. Parce que quand une bombe tombe sur Alep-Ouest, c'est 10, 15, 30 blessés qu'on amène à la fois à l'hôpital public. Comme il n'en reste plus que 2, et donc ils sont submergés par les blessés, donc le tour qu'un malade grave arrive, il a le temps de mourir. Et donc, on a commencé ce programme pour amener les malades, les blessés les plus graves et les soigner gratuitement et les sauver à l'hôpital Saint-Louis d'Alep. Merci. Que pensez-vous de la couverture médiatique des événements d'Alep ? La couverture médiatique dans les pays occidentaux est très biaisée. Nous n'appelons pas ça de l'information, nous avons appelé ça de la désinformation. Parce que d'une part, les médias ne couvrent que ce qui se passe du côté des rebelles. Enfin, maintenant, je suis gentil, je les appelle les rebelles, mais en fait, c'est devenu tous des terroristes. Peut-être qu'au début, il y avait des rebelles modérés, armés et des terroristes, mais là, actuellement, sur le terrain, il ne reste plus que des bandes armées terroristes. Et donc, les médias occidentaux ne couvrent que ce qui se passe de l'autre côté. Mais nous compatissons avec la souffrance des habitants qui vivent sous contrôle des rebelles. C'est des Alepins, c'est des Syriens comme nous. Et quand ils sont bombardés ou quand ils sont atteints par une pénurie et qu'ils souffrent, ben nous souffrons comme eux. Et nous souffrons avec eux. Mais alors, les médias occidentaux ne montrent que ce qui se passe de l'autre côté. Alors que dans les autres côtés qui sont sous le contrôle de l'État syrien, les médias disent sous le contrôle de l'armée de Bachar. Mais c'est pas vrai. C'est pas l'armée de Bachar, c'est l'armée syrienne. C'est comme si quelqu'un vous disait en France, vous avez l'armée de François au Mali. Ben, c'est pas vrai, c'est l'armée française qui est au Mali. Et là, les zones sous contrôle de l'État syrien sont sous le contrôle de l'armée syrienne. Donc toutes ces zones-là, qui comptent quand même la majorité de la population d'Alep, est bombardée tous les jours et il y a une pénurie de produits alimentaires et sanitaires et médicaux du fait de la coupure des routes par les rebelles. Et ça, les médias occidentaux n'en parlent pas. Ils ne parlent que de la souffrance qu'on trouve du côté des zones tenues par les rebelles. Quel lien avez-vous avec Alep-Est ? Est-ce qu'il est encore possible de communiquer avec vos voisins de l'est de la ville ou de circuler un petit peu entre les deux moitiés ? Et il n'y a pas de communication directe, c'est-à-dire qu'il y a un quartier qui est à 10 minutes d'auto de notre région. Les gens doivent faire maintenant 8 heures de route pour venir chez nous. Ils peuvent. C'est-à-dire qu'ils descendent vers le sud d'Alep, ils font 100 km, 150 km, puis ils font le tour et ils remontent vers Alep. Il y a un seul point de passage qui est à 150 km d'Alep. Donc, moi, mes anciens malades qui se soignaient depuis des années chez moi et qui sont malheureusement à l'Est, parfois ils font le trajet de 8 heures pour venir me voir. Et quand ils viennent, je leur demande « mais comment ça va chez vous ?» Et on constate que nous avons les mêmes souffrances. Ils n'ont pas d'eau comme nous, ils n'ont pas d'électricité comme nous, ils ont la pénurie comme nous, ils sont bombardés comme nous. Et en plus, ils subissent les exactions des rebelles. Et le mot qui revient souvent dans leur bouche « mais écoutez docteur, nous n'avons pas quitté là-bas parce que nous n'avons pas les moyens ou parce qu'on veut rester dans notre maison, dans notre petit appartement pour lequel nous avons consacré toutes nos économies et on a peur que si on quitte, ils soient volés. Parce que docteur, vous savez, c'est des voleurs, ces gens-là. » Est-ce que vous avez un message à communiquer à nos internautes, notamment à ceux qui souhaiteraient vous aider ? Moi, je pense que d'abord, il faut que l'aide de nos amis en Occident soit une aide de solidarité. Il faut qu'on sente qu'ils sont solidaires de nos souffrances. Deuxièmement, nous voulons de nos amis occidentaux qu'ils fassent pression sur leurs médias, qu'ils leur disent « mais vous mentez, il n'y a pas que ça, il y a autre chose ». Bon, on ne va pas rentrer dans la désinformation parce qu'on mettrait des heures et des heures à vous donner des exemples de désinformation de ce qui se passe en Syrie. On en a plein. Et ensuite, on voudrait qu'ils fassent pression sur leurs élus pour leur dire, mais écoutez, il faut que la France change de politique vis-à-vis de la Syrie. La France était aimée par les Syriens. Les Syriens aimaient beaucoup la France et les Français. Et c'est pour cela qu'ils sont encore beaucoup plus déçus
par la France que par les autres pays parce qu'ils aimaient la France. Et donc les Syriens sont déçus par la France. Et il faut que la France change de politique. S'il faut qu'il y ait des négociations pour arriver à un compromis, la négociation se fait à deux. On ne peut pas dire on va négocier le départ du régime, le départ du gouvernement actuel. Il faut qu'il y ait négociation entre le gouvernement actuel et les rebelles démocrates qui ne sont pas des terroristes. Vous pensez donc qu'il en reste quand même un peu? Il en reste un peu, surtout de vrais démocrates qui n'ont aucun pouvoir sur les bandes armées qui sont sur le terrain, mais qui sont là à l'exil en France ou ailleurs. Et il y a de très bons démocrates, mais malheureusement, ils n'ont aucune influence sur le terrain. Mais il faut arriver à un compromis parce qu'il n'y aura pas de solution militaire. Si on continue la guerre, elle durera encore des années et des années, comme ce qui se passe en Irak ou en Libye. C'est finalement le chaos. Et c'est ce que j'avais dit déjà depuis 2011. Cette guerre-là n'est pas une guerre qui va nous amener la démocratie et les droits de l'homme. On le sentait dès le début que c'est une guerre pour démolir l'État syrien et qui va aboutir soit à un chaos comme en Irak, soit à un État islamiste. On veut ni de celui-ci ni de cela. Et donc, ce que je demande aussi à nos amis occidentaux, c'est de faire maintenant, le plus tôt possible, pression sur leurs élus pour que l'Union européenne lève l'embargo sur la Syrie. Il y a eu des sanctions qui ont été votées au Parlement européen en 2011 pour un embargo sur les produits et sur les transactions financières. Ce qui fait que nous, en Syrie, on n'a pas le droit de virer de l'argent, on n'a pas le droit d'importer des produits, du matériel médical, etc. Et le Parlement européen va voter à la fin de ce mois de mai la levée ou le maintien des sanctions et de l'embargo. Et nous voulons vraiment que cet embargo qui pénalise le peuple syrien soit levé. C'est vrai qu'on ne comprend pas très bien pourquoi l'embargo sur les... On ne comprend pas très bien pourquoi cet embargo porte notamment sur l'équipement médical. Est-ce que vous pensez que la déception des Syriens vis-à-vis de la France porte uniquement sur le gouvernement ou qu'elle s'étend un peu aussi au peuple? Non, non, pas le peuple. Les gens aiment le peuple français. Nous avons de très bonnes relations avec les Français, nos amis français. Mais c'est surtout la politique gouvernementale qui n'a pas débuté qu'avec Hollande et Fabius, parce que déjà sous Sarkozy et Juppé, c'était la même politique que Hollande et Fabius ont poursuivi. Et remarquez que même les Américains ont commencé à changer de politique. Et la France reste encore ferme sur son ancienne politique. Il faut qu'il commence à changer. Par exemple, vous voulez combattre Daesh, parce qu'il a fait des horreurs chez vous. Et alors que ces horreurs-là, il les avait fait chez nous bien avant chez vous et personne n'en parlait. Quand ils ont décapité un étranger, le premier l'anglais, tout le monde a hurlé à la barbarie. Alors qu'ils avaient décapité et égorgé des centaines et des milliers de Syriens, personne n'en a parlé. Alors, les Américains savent que pour combattre Daesh, il ne suffit pas de bombarder, de bombardements aériens, ça n'arrêtera pas Daesh, il faut qu'il y ait des troupes sur le terrain. Et donc, les Américains ont dit, oui, il faudrait peut-être s'allier avec les Kurdes ou avec l'armée syrienne. Les Américains commencent maintenant à réaliser ceci, alors que l'État français refuse jusqu'à maintenant de dire qu'on va coopérer avec l'armée syrienne. Or, on ne pourra pas combattre Daesh qu'avec des troupes sur le terrain. Docteur Antaki, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cette interview était très intéressante. Merci à vous.